Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, je souhaite faire appel à une expérience assez commune. La messe vient de se terminer, elle était accompagnée à l'orgue et voici que tout d'un coup, ce dernier se lance dans une improvisation du chant de sortie très insolite, un peu dissonante et qui surprend nos oreilles. Alors, quelle est donc cette musique? Pourquoi nous étonne-t-elle autant? Et quelle évolution la musique a-t-elle connue pour qu'on en arrive là et comment la comprendre? Pour y répondre, deux invités. François-Paul Gard, bonjour. Bonjour. Alors, les téléspectateurs vous connaissent puisque vous êtes consultant à KTO, vous êtes musicien et vous êtes chef de chœur des Petits Chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly. Exact. Olivier Latry, bonjour. Bonjour. Alors vous, on ne vous connaît pas, mais on vous entend beaucoup, puisque vous êtes organiste et vous êtes le titulaire des orgues de Notre-Dame de Paris. Et vous êtes également professeur au Conservatoire de Paris. Alors, j'ai commencé cette émission par une sorte de petite provocation à tous les deux. Hein. C'était juste pour lancer un peu les choses. Est-ce que c'est une expérience qu'on vous renvoie souvent, du style qu'est-ce que c'est que cette musique? Pourquoi c'est aussi dissonant? Donc finalement, on reçoit peu ces critiques. On sait qu'elles existent, mais elles ne nous parviennent pas, ou peut-être pas assez, je ne sais pas, ou alors les gens sont assez contents. Enfin, finalement, c'est vrai que vous parlez de ces critiques, mais les gens à la fin de la messe restent oui. Particulièrement à Notre-Dame. Et parfois applaudissent. Applaudissent, oui. particulièrement aussi le dimanche soir, parce oui, que oui. finalement, ils nous remercient d'avoir passé la journée avec eux. Oui. Et donc ça prouve qu'il y a aussi des gens qui sont malgré tout contents oui. de ce qu'on peut faire. Mm-hmm. Oui, alors les organistes, évidemment, sont souvent des musiciens très complets, qui ont reçu une formation très variée. Ils sont souvent également compositeurs. Enfin voilà, ce sont vraiment des musiciens en général d'un très bon niveau, en tout cas dans les grandes tribunes parisiennes, parce que nous parlions de Notre-Dame, oui. Et que Olivier Latry est présent ici. Oui. Et en fait, de ce fait-là, ils sont donc des musiciens d'aujourd'hui, avec une formation de musique d'aujourd'hui, si vous voulez. Et donc, ils sont forcément passés par un apprentissage à la fois classique, mais également, ils connaissent très bien également la musique contemporaine. Oui. Alors, peut-être que la question peut venir de là, oui. C'est-à-dire qu'évidemment, un organiste qui improvise aujourd'hui, il peut tout à fait faire une improvisation dans le style de Bach, dans le style de Couperin ou autre, de Franck, n'est-ce pas? Mais il peut aussi jouer, entre guillemets, sa propre musique, c'est-à-dire oui. Se comporter comme un musicien d'aujourd'hui. Et alors là, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'auditeur qui écoute ce type de musique, la musique contemporaine, pourquoi a-t-il tendance à trouver ça horrible, ça lui arrache les oreilles, c'est moche, etc. Voilà. Alors, je vais être un tout petit peu... provocateur? Non, plutôt pédagogique dans un premier temps. Et je vais essayer d'expliquer oui. aux téléspectateurs pourquoi ils ont du mal avec cette musique. Oui. Alors, il faut savoir déjà dans un premier temps que la musique dont on est environné d'une manière générale, que ce soit je sais pas, en ouvrant sa télévision, en écoutant une publicité, les jeunes qui vont danser dans une soirée, je ne sais quoi. De toute façon, la musique qu'ils entendent, c'est une musique qui est basée sur un système qui existe, on va dire, depuis des siècles, et plus précisément peut-être depuis le XVIIe siècle, le début du XVIIe siècle. C'est un système de musique tonale qui est basé sur des cycles de quintes, etc. Et bref, c'est un système de musique qui nous est très très familier. Oui. Voilà. Et il faut savoir que vers la fin du 19e siècle, ce système s'était développé de manière très très... était arrivé quasiment à son point de perfection, c'est-à-dire que le système qui était basé sur ce cycle des quintes a mené, si vous voulez, à des modulations très très complexes, dont, disons, l'exemple le meilleur est Wagner. Et il y a un compositeur, à la charnière entre le 19e et le 20e siècle, qui a commencé
à écrire dans le style de Wagner, c'est-à-dire donc un style tonal, mais un style qui était arrivé vraiment à un point de quasiment de non-retour. Et voilà, j'ai deux petits exemples à vous faire entendre. Alors, on va entendre. Justement, pour vous montrer comment ce compositeur, qui est Arnold Schoenberg, qui fait partie de la deuxième école de Vienne, comment il est passé du système tonal traditionnel à un système atonal. Parce qu'il s'est trouvé coincé par ce système tonal, il s'est dit, là c'est fini, c'est beaucoup trop systématique, on ne peut plus composer de cette manière-là, il faut inventer quelque chose d'autre. Et il a inventé un nouveau système, qui est le système atonal. Et alors là, il y a deux petits extraits. On va entendre d'abord un extrait de La Nuit transfigurée, Verklärte Nacht, qui est considéré comme la dernière œuvre tonale d'Arnold Schoenberg, qui date de 1899. Et puis, après, je vous ferai entendre un petit extrait de Erwartung, qui est un opéra en un acte qu'il a écrit en 1909, donc 10 ans plus tard. Alors voilà d'abord Schoenberg, on va dire non pas classique, mais hyper romantique, dans un système très traditionnel. On écoute. Alors, je pense que vos oreilles n'ont pas été arrachées par cette musique qui est quand même très, très écoutable, on va dire, entre guillemets. Hein. Un peu ennuyeuse. Ah, ça, c'est une autre question. Alors, voilà maintenant l'extrait de Erwartung, hein, qui est donc un opéra qui a été composé donc, en 1909. Voilà l'extrait qui est maintenant extrait de première musique atonale, et pas encore tout à fait sérielle, mais quasiment. Voilà donc le cheminement qui va le mener dans les années 1920 vers justement la définition de son système dodécaphonique, c'est-à-dire un système de 12 sons. Voilà. Et donc là, vous avez entendu comment ce bouleversement s'est fait en très peu de temps, puisqu'on est en 1909, et que, bon, c'est l'époque Debussy, Péléas, voilà. Donc, il y a des compositeurs qui écrivent encore dans des systèmes absolument traditionnels et tonaux. Alors, avant de continuer l'exposé, juste peut-être une question à vous, Olivier Latry. Vous vous reconnaissez dans les deux, ou vous vous sentez plus à l'aise dans l'un ou dans l'autre? Je pense que le fait de pouvoir improviser, comme disait François tout à l'heure, en fait, on peut improviser dans différents styles. Il est vrai que l'improvisation dans le cadre d'un office requiert finalement de créer l'atmosphère, de créer l'ambiance entre les différentes choses qui se passent dans l'office. Oui. Et on ne va pas improviser de la même manière selon ce que va dire un prêtre dans un sermon, selon ce qui va être chanté par le chœur. Si le chœur chante, je ne sais pas, la messe de Jolivet ou chante une messe de Mozart, il est clair que si on prolonge un Agnus Dei, ce ne sera pas la même chose, quoi. Oui. Donc, effectivement, je me reconnais dans ces deux styles tout à fait opposés. Qu'est-ce que vous apporte le deuxième style par rapport au premier? Dans quelle ambiance ça vous met plus que le premier? Je ne me pose pas la question, en fait. C'est les doigts qui savent où il faut aller.
Donc je suis vraiment désolé, je ne peux pas vous répondre à ça. Alors on continue. Oui, on va essayer de, on va essayer effectivement d'aller un petit peu plus loin. Donc à partir de ce moment-là, donc de ce début du XXe siècle, là c'est un petit peu la musique, enfin l'histoire de la musique est un petit peu à l'image du monde. C'est-à-dire qu'il y a énormément, enfin des grands bouleversements, il y a les repères disparaissent petit à petit dans l'espoir d'en trouver des nouveaux. Alors dans la première moitié du XXe siècle, il y a un certain nombre de compositeurs qui vont continuer à écrire dans un style dit traditionnel. On pense bien sûr à Richard Strauss ou à Gustav Mahler, voilà. On pense aussi, bien entendu, même aux musiciens du groupe des Six. Je pense à Francis Poulenc ou Arthur Honegger, qui tout en cherchant des nouvelles voies, parce que ce sont aussi des compositeurs qui ont une grande originalité, ont un très grand respect de la tradition. Et par ailleurs, vous allez avoir des compositeurs qui vont ouvrir des brèches dans des recherches un peu nouvelles. Et alors dans cet esprit-là, je voudrais vous faire entendre un petit extrait d'une œuvre d'Edgar Varèse, qui est un compositeur français, qui était un scientifique. Hein, il avait fait une école polytechnique à Turin, n'est-ce pas? Et dans son œuvre qui s'appelle Équatorial, hein, qui date de 1934, hein, il est un des premiers compositeurs à utiliser des instruments électroniques. Des nouveaux instruments électroniques. Et à l'époque, il y avait une espèce d'ancêtre, non, pas d'ancêtre, il y avait un instrument qui se développait, qui s'appelait le thérémine, qui avait été inventé par un ingénieur russe, et au même moment où Martenot a inventé, lui, ces fameuses ondes Martenot qui vont avoir évidemment beaucoup plus de succès. Malheureusement, le thérémine va disparaître. Et au grand dam d'ailleurs d'Edgar Varèse, qui a dû modifier ses compositions pour transformer les thérémines par des ondes Martenot. Voilà. Et alors, donc, on va écouter un petit extrait de Équatorial, qui est une œuvre encore pour des instruments, on va dire acoustiques, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire des instruments traditionnels, mais également avec des instruments électroniques, électroacoustiques, ces fameuses thérémines. Voilà, donc on en a entendu un petit extrait. Oui. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a l'impression de quelque chose qui... là, il n'y a plus de mélodie, il n'y a plus rien. On a une sorte de chose qui se construit. Oui. Enfin, je ne sais pas, je suis pas musicien, mais c'est l'impression que j'ai. Ben, je pense qu'effectivement, il y a un abord, si vous voulez, de la composition qui a changé. C'est-à-dire que on n'est plus dans du structurel traditionnel avec des développements, thèmes, avec l'arsisthésie, c'est-à-dire qu'il y a toujours le mouvement vers la tension et puis vers la détente, de la tension vers la détente, etc., qui était quasiment une règle universelle. Hein. Et donc, les structures deviennent différentes et plus libres aussi. Hein. C'est à partir de ce moment-là, on a beaucoup de pièces de style libre. Alors oui, on parlait... Olivier disait, effectivement, ça pose des problèmes d'exécution de ces œuvres aujourd'hui, puisque le thérémine a quasiment disparu, n'est-ce pas? Oui. C'était un instrument tout à fait extraordinaire. Il y avait 2 antennes qu'on ne touchait pas. C'est-à-dire que la main droite approchait l'antenne verticale,
et modifier la hauteur du son, l'intonation, hein, et la main gauche approcher ou s'éloigner d'une antenne qui se trouvait horizontale sur l'autre côté de l'instrument et modifier l'intensité du son. Et alors évidemment, la question qui va se poser, c'est, et alors là, évidemment, Olivier va nous en parler également, c'est comment se positionne Olivier Messiaen dans ce développement de cette musique nouvelle. Effectivement, il en parlait, ce que je disais sur cette ambiance musicale là de ce qu'on vient d'entendre. Messiaen qualifiait souvent la musique contemporaine de grise. Oui. Et en fait, lui était très proche de la couleur. Oui. Et il aimait beaucoup justement de la musique colorée. Oui. Et pour lui, justement, le fait qu'il n'y ait pas d'arcistes, qu'il n'y ait pas finalement de développement perceptible, le dérangeait pour ça. Ouais. Pourquoi vous dites qu'elle est grise, là? Parce que c'est intéressant, on a l'impression d'une musique, moi ça me fait penser, alors c'est peut-être parce que j'associe des images avec la musique, mais de certains films des années 30 ou 50, un peu de propagande soviétique dans lequel on montre des grands chantiers. On a l'impression d'une musique un peu industrielle. Mais à quoi ça... C'est un bien grand mot quand même. Là, non, mais je joue aussi un peu le naïf, mais c'est pour ça qu'elle est grise, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de répétitif, Oui, c'est ça. En fait, il n'y a pas d'évolution possible. Enfin, dans un fragment comme celui-là, on se dit, mais effectivement, où va-t-on? D'où vient-on? Où va-t-on? D'accord. Puis dans la bouche de Messiaen, lui qui justement... et entendait les couleurs, hein, en fait, il entendait les couleurs. Hein. C'est quasiment une des bases de sa musique. Hein. C'est tout à fait extraordinaire. Hein. Il l'explique d'ailleurs. Hein, tout à fait. il explique que physiquement, quand il entend des accords, ce sont des couleurs, il voit des couleurs en même temps. Alors justement, on pourrait... Alors on va peut-être entendre Messiaen. Voilà, un petit extrait de la Turangalila symphonie, ouais, qui effectivement... je crois que dans cet extrait-là, justement, il y a des accords qui sont très colorés, et en plus, il y a des accords qui sont très messianiques, entre guillemets. On écoute Messiaen. Voilà, donc on a entendu un bout de Messiaen. Ouais. Donc on se rend bien compte, là, pour le coup, qu'il y a quelque chose, il y a de la tension, il y a du mouvement, il se passe quelque chose, quoi. Oui, surtout que le rythme aussi a beaucoup d'importance dans sa musique. Il y a à la fois des accords qui sont quelquefois très statiques, vraiment très très lents, très statiques justement, qui veulent... inciter chez l'auditeur à goûter, n'est-ce pas, les harmonies, n'est-ce pas? Et puis, par ailleurs, il y a quelque chose qui est très mouvant, hein, avec des rythmes qui sont très complexes. Voilà, alors, on va avancer, et puis on va arriver à Pierre Boulez, évidemment. Oui, alors évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Pierre Boulez, qui lui aussi a fait un cheminement très complexe, avec, disons, des époques très différentes. Mais là, pour revenir un petit peu aussi sur l'improvisation, c'est une œuvre, on va écouter un extrait de la 3e sonate pour piano de Boulez, qui est, disons, une œuvre un peu emblématique chez lui. Et c'est une œuvre où il y a justement des passages aléatoires, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a des chemins différents possibles. Donc là, on retrouve évidemment l'idée de l'improvisation. Oui, on peut jouer ce qu'on veut. Choisir en suivant les indications du compositeur. Disons que vous avez une phrase et vous pouvez mettre les mots de la phrase dans l'ordre que vous voulez. Oui. Voilà.
Vous pouvez mettre comme vous voulez les mots dans la phrase. D'accord. En gros, donc on a des structures mélodiques qu'on peut mettre dans l'ordre qu'on veut. Mélodique, rythmique ou autre. Voilà. Oui, oui. Et l'extrait est intéressant aussi parce qu'il est assez sériel, hein, donc vraiment dans un système qui est un peu pur et dur, on va dire, hein, et qui justement peut paraître un peu intellectuel, peut paraître un peu cérébral, n'est-ce pas, quand on l'écoute. On va entendre. Alors là, juste pour qu'on comprenne, ça c'est quoi? C'est une phrase musicale ou c'est un des... Ou alors déjà on a entendu plusieurs séries Ah oui, mais non, là vous avez entendu plusieurs, bien sûr. D'accord. Hein. Mais on voit bien que il y a chez Boulez cette œuvre, je crois que le troisième mouvement dure pas plus de 3 minutes. Hein. Son truc, c'est il dit qu'il concentre au maximum la musique. Le geste de composer, pour lui, est très lent. Il revient 100 000 fois sur son ouvrage. À tel point que même, je crois qu'il dit quelque part que l'œuvre achevée n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver au bout du bout de son œuvre. J'ai envie d'être un petit peu provocateur. Oui. On a l'impression, mais je suis provocateur en disant que c'est vraiment à l'auditeur qui n'y connaît rien. On a vraiment l'impression qu'au contraire, c'est presque du hasard, qu'il est là avec... Comment est-ce que vous pouvez dire qu'il compose ? Oui, parce que c'est quand même tout ça était quand même extrêmement précis. Ces rythmes qui ont l'air très... justement, ça ressemble à de l'improvisation à la limite. Hein. Ça a l'air comme ça très, très aléatoire, mais c'est parfaitement composé et les rythmes sont d'une précision absolue, avec même souvent d'une complexité. C'est difficile à jouer. C'est très difficile. Très difficile à jouer, très difficile à lire. Mais justement, c'est très difficile à jouer, mais quelle fidélité, c'est pour avoir la fidélité à ce qui est écrit sur la partition, mais l'auditeur ne se rend pas forcément compte, puisque on est dans quelque chose où on a l'impression que ça surgit, que ça jaillit, donc que ça jaillisse un peu avant ou un peu après. Comment est-ce qu'on fait ça ne surgit pas ni avant ni après. Ouais. Oui, c'est ça, c'est vraiment extrêmement précis. On ne peut pas se permettre, dans une musique comme celle-là, toute la musique contemporaine, de toute façon, est basée finalement sur un respect absolu du texte. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, au 19e. Et je pense que ça fait aussi partie de la cassure entre la musique dite romantique, etc., et cette musique du 20e qui veut réellement qu'on joue ce qui est écrit sur la partition, et rien d'autre. Donc en fait, on a réellement besoin d'aller au fond dans la nuance indiquée, dans le rythme indiqué, etc. Oui. Les notes, ça va de soi. Et donc vous voulez dire qu'il n'y a pas d'interprétation dans le sens que Glenn Gould n'interprète pas Bach de la même façon qu'un autre. C'est presque ça, effectivement. Il est clair que de toute façon, vous entendriez deux versions de la sonate de Boulez, vous entendriez des différences, mais elles ne seront pas aussi facilement perceptibles que dans une interprétation de Glenn Gould et de Gustave Leonhardt, pour peu que Gustave Leonhardt soit au piano. D'accord. Alors on continue et vers des choses encore un peu plus difficiles à entendre. Oui et non. Enfin, disons que, évidemment, le fait que surgisse dans la musique le bruit, n'est-ce pas ? Et ça, c'est quelque chose de une idée très contemporaine et très 20e siècle, si j'ose dire. Ah non, je ne suis pas d'accord. Vas-y. Parce qu'effectivement, on trouve des pièces de Guillaume Lasseux, par exemple, à l'orgue ou autres, de la fin du XVIIIe siècle, ou début 19e, qui disent « Et là, vous prendrez une planche pour appuyer toutes les notes du pédalier ou toutes les notes du manuel pour figurer l'orage, etc. » C'était la période où on faisait beaucoup de musique descriptive, on pense au pastoral de Beethoven ou autre, évidemment.
Et là, on était déjà dans ce genre d'extrême. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'était quand même assez caricatural et ça n'a quand même pas été suivi d'effet. On trouve d'ailleurs des jeux d'orage, hein, des jeux de rossignol sur les orgues. Bon, alors donc, l'avènement de l'électronique, enfin pas encore de l'informatique, mais de l'électronique, et de l'enregistrement, surtout de la bande magnétique dans un premier temps, fait que, évidemment, les compositeurs, entre guillemets, ou les compositeurs, je ne sais pas, vont utiliser ces bruits, vont utiliser ces enregistrements, et vont essayer de travailler sur les bruits de la vie de tous les jours. Alors là, on a vraiment deux exemples qu'on va écouter, qui appartiennent d'ailleurs exactement à la même mouvance, puisque l'un des extraits, c'est Pierre Schaeffer, donc qui est, disons, l'inventeur quasiment de la musique dite concrète, de la musique électroacoustique, qui a fondé le groupe de recherche musicale de la RTF à l'époque, n'est-ce pas, et qui avait comme assistant Pierre-Henry, dont on entendra un extrait par la suite. Et alors, l'extrait de Pierre Schaeffer, c'est un travail donc, de bande magnétique sur des bruits de train. 5 études de bruit. 5 études de bruit, 1951. On a compris le principe. Oui, on a compris. Alors Pierre Schaeffer n'est pas musicien. Enfin, au départ, c'est un polytechnicien. Donc c'est un ingénieur. Il a d'ailleurs commencé à travailler comme ingénieur. Hein. Et donc pour lui, les sons n'existent pas. Il n'y a que des objets sonores. Donc chaque objet sonore peut être répertorié. Donc il a même fait un catalogue, un solfège de l'objet sonore. Et c'est à l'aide donc ces objets sonores, on les triture avec des bandes magnétiques en les faisant passer, en choisissant le temps, en les faisant passer en avant, en arrière. Pierre-Henry, par contre, lui, qui était l'assistant de Pierre Schaeffer, lui, c'est un vrai musicien. Il a été l'élève de Messiaen et de Nadia Boulanger au Conservatoire de Paris. Donc, il a vraiment fait des études de composition, n'est-ce pas ? Et lui, donc, il commence à travailler avec Pierre Schaeffer. Il finira par se brouiller avec lui. Mais ils ont même écrit ensemble des œuvres communes. Et alors, lui aussi, donc, va travailler sur les bruits, mais peut-être de manière plus musicienne, en cherchant à construire peut-être quelque chose d'un petit peu plus élaboré. Et alors, l'extrait qu'on va entendre, et qui est un petit peu emblématique de ce type de musique, c'est « Variation pour une porte et un soupir ». Alors, votre réaction, Régis, je me demande si vous voyez toute la portée, tout le sérieux de la portée. C'est la question que j'allais vous poser à l'un et à l'autre. Enfin, quand vous entendez ça, est-ce que ça vous amuse ? Est-ce que vous trouvez que c'est un objet intellectuel intéressant ? Ou est-ce que vous trouvez que c'est un peu étrange ? On va peut-être commencer par vous. Franchement, je ne comprends pas. Oui. Non, mais c'est bien que vous le disiez, parce que ça va trop loin pour moi. Je veux dire, on n'est plus dans le phénomène de la musique. Oui. Pour moi, la musique, c'est quand même quelque part la manière selon la définition du Larousse, d'associer les sons de manière agréable à l'oreille. Oui. Pour moi, ce n'est plus que du bruit. Oui. Mais à la limite, la musique contemporaine, telle qu'on a pu l'entendre avant, avec les extraits de Schoenberg ou de Varèse, reste encore de la musique. Bien sûr. La musique est là pour donner du sentiment, et le sentiment
de révulsion ou d'inconfort peut être aussi un sentiment. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Oui, oui. C'est quand même aussi important. Donc les gens qui à Notre-Dame viennent vous voir en disant « j'étais un peu gêné par la dissonance », c'est bon signe. Mais vous savez que Messiaen lui-même recevait ce genre de critiques Oui. quand il improvisait à la Trinité, et on lui disait « mais enfin, vos improvisations sont terribles », etc. Il disait « mais les textes de la Bible sont encore plus terribles ». Oui, c'est une bonne réponse. Ouais. Alors on va continuer. Oui, alors bon, parce qu'il évidemment, faut qu'on arrive. Non, je pense que c'est bon, c'est intéressant en tant que, disons que témoin peut-être d'un mouvement intellectuel à une certaine époque, n'est-ce pas? Mais c'est certain que bon, ça ne peut pas s'écouter, comme disait Olivier, comme de la musique, n'est-ce pas? Par contre, la démarche, disons, peut être intéressante, ne serait-ce que l'idée d'essayer de recoller à la réalité du monde, au bruit du monde, n'est-ce pas? Enfin voilà. Alors, faites-nous entendre quelque chose de plus... Oui, alors là, je vais vous faire entendre un vrai chef-d'œuvre quand même, qui est par un compositeur qui a subi un peu toutes ces influences, qui est György Ligeti, qui est un compositeur hongrois, donc qui est cher à mon cœur, hein, et qui d'ailleurs habitait dans la région de la Hongrie qui a été martyrisée par la Roumanie, enfin vous savez, à une époque, en Transylvanie, toute sa famille a été déportée, lui-même a dû quitter le pays. Hein. Et alors, György Ligeti, il a, disons, expérimenté un peu tous ces domaines-là. Il a écrit de la musique sérielle, il a écrit de la musique plus classique, et puis il a fait ses propres expériences, et dans ses propres expériences, il a, lui, essayé justement de combiner la musique, pour le coup, alors les sons, les vrais sons, et le bruit, n'est-ce pas, dans un système qui est le système des clusters, c'est-à-dire en fait ce sont des agrégats de sons qui sont voisins les uns des autres, mais avec cette technique-là, on peut chercher des sonorités très très variées et extrêmement expressives. Et l'extrait que je vais vous faire entendre, honnêtement, attention, chef-d'œuvre, hein, c'est son Lux Aeterna. Lux Aeterna qui date de 1900, je n'ai pas marqué, enfin sans doute des années 70, quelque chose comme ça, et qui a été utilisé par Stanley Kubrick dans 2001, Odyssée de l'espace. Et Lux Aeterna, vous allez voir l'expression quand même de cette pièce. Alors, en entendant ça, j'ai deux questions. La première, on a l'impression qu'il n'y a plus d'instruments, que c'est que c'est une œuvre strictement vocale, a cappella. Donc, grande difficulté d'exécution quand même, parce que quasiment chaque chanteur chante un son différent, qui est très voisin de celui qui chante à côté de lui. Et donc disons que ça demande une grande technique. Mais c'est une œuvre quand même très expressive et qui génère une atmosphère tout à fait exceptionnelle. Et tout à fait... C'est là-dessus aussi que je voulais aussi vous poser une question, c'est qu'on a l'impression, et le titre Lux Aeterna, ça fait penser à Requiem. Hein, c'est un extrait du Requiem. C'est la suite de la phrase Requiem. On a l'impression que c'est extrêmement religieux. Il y a quelque chose de très spirituel. Alors, de toute façon, Ligeti, c'est un personnage qui est très intéressé par tout ce qui est spirituel. Il a écrit un Requiem, d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que ce Lux Aeterna. Hein. Il était très religieux et je pense que quand il écrit Lux Aeterna, qui est donc la communion de la messe de Requiem, il a vraiment dans l'esprit
de vouloir nous faire toucher quelque chose de très profond, je pense. Justement, ça rappelle une partie des improvisations qu'on entend à Notre-Dame. Là, on sent que vous avez une certaine affinité avec ce genre de musique. Ah, tout à fait, oui. Oui, là, je baigne, je suis encore totalement dedans, Oui. oui, vraiment. Qu'est-ce que vous y trouvez? Parce que justement, on a l'impression que la mélodie, qui était la sacro-sainte, le point de toute la musique ancienne, a un peu disparu, mais qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, comment expliquer ça? Finalement, là, si je me sens très proche de ça, c'est parce que si j'ai l'impression d'entendre quelque part un peu l'orgue, Oui. avec ses longues tenues, Oui. et puis finalement un prisme qui va évoluer comme ça petit à petit. Enfin, oui, je trouve ça vraiment fabuleux de ce point de vue-là. J'imaginerais très bien de pouvoir prolonger ce genre de musique par de l'improvisation dans le même esprit. Oui. Ouais. Oui, parce que l'idée du compositeur ici, c'est de travailler et effectivement sur des couleurs tout à fait extraordinaires, et l'organiste par sa science de la registration, hein, c'est-à-dire de la combinaison des jeux, est toujours, je pense, à la recherche de sonorités nouvelles éventuellement, et de faire sonner son instrument du mieux possible. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, je sais que ce soit moi ou mes deux collègues, Philippe Lefebvre ou Jean-Pierre Leguet, on est vraiment très très proches, prêts à rechercher ce genre de climat justement par le son. Oui. Parce que finalement, dans l'improvisation, ce qui compte, c'est pas le fait de se dire l'improvisation est bien construite, tout ça. Évidemment qu'il faut qu'elle soit bien construite, c'est quand même notre métier aussi. Mais ce qui compte, c'est l'aspect immédiat. Il faut vraiment que ça touche tout de suite l'auditeur. Donc les trois premiers accords, ou le premier accord, va être déterminant là-dedans. Et justement, on a l'impression que cet accord, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais cet accord est un peu sacré. Il y a quelque chose dans les colorations qui sont choisies qui touche au sacré. Est-ce que je me trompe? Ça n'a peut-être aucun sens de dire ça. Je vois ça sur un plan analytique. C'est vrai que c'est un accord qui a beaucoup été utilisé Messiaen aussi, qui pourrait être analysé dans le mode 2, ce que Messiaen appelait le mode 2. Oui. Et finalement, je relis ça aussi à d'autres pièces de Messiaen, le Haut Sacrum Convivium, etc. Et finalement, oui, vous avez raison, c'est un accord qui peut sonner sacré par cette appartenance. Oui. Mm-hmm. Alors on en vient là à la question de l'improvisation. Oui. L'improvisation dans les églises, c'est une tradition tout à fait ancienne. Oui, Olivier, quasiment depuis que l'orgue existe, les organistes improvisent. Oui, parce que de toute façon, imaginez même que certains pays comme l'Espagne, par exemple, ou l'Italie, avaient des orgues sans pupitre. Parce que l'organiste, de toute façon, on ne jouait pas de la musique écrite, il était là, il se mettait au clavier et c'était parti, quoi. D'accord. Voilà. Et chez Handel, par exemple, qui a écrit des concertos pour orgue, il y a à beaucoup d'endroits dans ces concertos, il y a écrit ad libitum, c'est-à-dire que l'organiste peut jouer un peu ce qu'il veut. Et alors, là, le petit extrait, justement, pour donner un petit peu cet exemple, et un extrait assez extraordinaire, c'est un organiste allemand qui s'appelle Takezzi, qui a enregistré les concertos pour orgue avec Nikolaus Harnoncourt, et qui improvisait pendant les enregistrements. C'est-à-dire qu'on va entendre un court extrait avec... on va entendre l'orgue qui commence à jouer la partition écrite, et puis petit à petit, il part dans son improvisation. Et comme expliquait Olivier tout à l'heure, ses doigts le guident, voilà, il est... et c'est parti.
Alors on l'écouterait pendant longtemps, mais il improvise là. Ah oui, là, il improvise. Là, À partir au moment où on a coupé, là, Oui, il était en pleine improvisation, dans le style de Handel, avec une originalité aussi. Hein. C'est pas tout à fait du Handel, mais c'est à la manière de Handel et c'est avec. Enfin, là, c'est exceptionnel. Hein, vous autoriseriez à faire ça? Bien sûr. Évidemment. Il faut le faire. Oui. Pourquoi hein? Parce qu'on a l'impression justement, alors là moi je reviens du côté du respect absolu du texte, etc. Mais il n'y a pas de Mais texte. non, mais c'est demandé par Handel, tel quel, à Limitop. Vous improvisez, ça y est, c'est ça. Oui, mais vous improvisez dans mon esprit ou vous improvisez Dans l'esprit, oui, bien dans sûr. l'esprit. Ça reste quand même dans l'esprit. Oui, complètement. Ouais. Mais bon, c'est un homme, donc il improvise aussi. C'est la coordination de l'homme et de l'esprit de Handel. Ouais. Mais ceci dit, bon, je vais jouer dans un mois un concerto de Haydn dans lequel il y a une cadence comme ça, et je vais improviser la cadence de la même manière. Ça semble absolument évident, oui. Ouais, parce que justement, nous, on est dans une idée qu'il faut absolument respecter les choses. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment, enfin, vous devez tenir compte aussi du moment, du public, de votre esprit, enfin, de votre émotion de ce C'est justement moment-là. pour ça que je ne m'amuserai pas à écrire une cadence qui devrait être improvisée. Je préfère vraiment improviser la cadence pour être plus dans l'esprit du moment, du public, du chef, des musiciens, etc. Malgré le risque, parce que c'est un risque. Ah oui, c'est un gros risque, oui. Et cette tension fait aussi partie du plaisir. Bien sûr, Ouais. évidemment. Alors on va continuer avec un très grand improvisateur qui est Pierre Cochereau. Oui, alors ça, je pense que Olivier va en parler, parce qu'il est un des successeurs de Pierre Cochereau. Je pense que, bon, Pierre Cochereau qui était un grand improvisateur, qui a ouvert un certain nombre... Enfin, qui n'a pas vraiment ouvert, parce que Louis Vierne, on sait que Louis Vierne improvisait aussi. Il y a toute une tradition d'improvisation à Notre-Dame de Paris. Hein. Mais Pierre Cochereau a peut-être rendu un peu plus populaire cet aspect de l'improvisation. Il jouait aussi des pièces, des pièces écrites. Il a enregistré du Vierne, il a enregistré même du Bach. Hein. Mais ça a été un très grand improvisateur, Olivier. Oui, effectivement, Pierre Cochereau a basé sa vie de musicien sur l'improvisation. Et effectivement, j'ai connu, moi, à l'orgue, évidemment par Bach, Helmut Walcha, mais aussi par Pierre Cochereau et les improvisations à Notre-Dame, dans des disques édités chez Philips, l'extraordinaire Pierre Cochereau. Et je veux dire qu'il y avait cet aspect mythique de l'organiste. En plus, les improvisations étaient magnifiques, dans le cadre de Notre-Dame, etc. On jouait sur le mystère de Notre-Dame, de l'organiste caché, en même temps si présent. Enfin, ça reste encore là, partout. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui transparaît dans les pores de ma peau. Enfin, vraiment, j'entends encore chaque note, vraiment. Eh ben, je crois qu'on avait installé d'ailleurs à Notre-Dame un système qui lui permettait de mettre en route l'enregistrement quand il improvisait. Il y avait des magnétophones et des micros. Ah oui, et on a énormément de bandes magnétiques. Alors on va entendre une de ces improvisations. C'est un scherzo symphonique. C'était un peu sa spécialité, entre guillemets. Donc improvisé sur le grand orgue de Notre-Dame de Paris, dont Olivier est titulaire aujourd'hui. Extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. Justement, comment est-ce qu'on se lance comme ça? Comment il faisait tout d'un coup? Ça lui prenait? Il avait une idée? Ou comment vous faites? L'idée, c'est le thème. Oui. Le thème donne tout. Oui. Un thème comme celui-là, par exemple, il est évident, impose un langage, impose une rythmique, évidemment, tatan, 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 tatan. Donc on est obligé de suivre cette rythmique. Et finalement, de là découle une structure de l'improvisation. Et je dirais que quand je reçois un thème
pas forcément dans le cadre d'un office liturgique, parce que là, c'est autre chose, c'est un autre processus avec ce qui vient de se dire, ce qui vient de se chanter, etc. Mais dans un concert, quand on me donne un thème d'improvisation, en l'espace de 15 ou 20 secondes, j'ai la vision totale de ce que je vais faire pendant 15 ou 20 minutes. Parce que tout découle de ça. Et avant de recevoir le thème, il est évident que je ne peux pas me dire je vais improviser comme ça, je vais improviser ceci ou cela. Je ne sais pas. C'est le thème qui donne tout. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on voit comment vous, en acte, si j'ose dire, une improvisation. Donc c'était une sortie qui a été enregistrée par KTO. C'est une sortie improvisée à Notre-Dame de Paris à Pâques 2011. Donc on va vous voir et puis vous commenterez un peu ce que vous avez fait. D'abord, j'ai une question naïve. Vous vous rappelez d'avoir improvisé ça? Pas du tout. C'est vrai? Oui. Vous savez, les improvisations, quand on est de service à Notre-Dame, on improvise 30 fois dans le cadre d'un week-end. Oui. Vous multipliez ça par 20 services par an. Et voilà. Et, bon, non, je ne sais plus. D'accord. Plus les concerts, plus les improvisations comme ça. Et alors, quand vous entendez ça, justement, c'est intéressant, quand vous entendez ça, que vous l'avez donc fait, vous vous en souvenez pas forcément, vous voyez ce que vous vouliez faire ou pas? Cette fameuse structure, moi, qui me fascine, là, les 15 secondes qui font que pendant 20 minutes, vous allez pouvoir tenir, vous la sentez encore ou pas du tout? Là, dans le cas d'un court extrait comme ça, c'est un tout petit peu difficile, puisqu'en fait, on ne sait pas trop d'où on vient et où on va. Mais normalement, ça devrait être perceptible, effectivement, dans l'ensemble de l'improvisation. Oui. Ouais. Alors là, puisqu'on va reprendre un peu tout ce qu'on a dit à partir de l'histoire de la musique, lorsque vous improvisez comme ça, là, vous improvisez manifestement dans quelque chose qui n'est pas complètement tonal, pas complètement dans ce que, enfin, c'est pas Bach, c'est pas tout à fait Schoenberg. C'est quand même pas atonal non plus. Non, c'est pas atonal. C'est pas. Alors justement. Pour vous, vous avez toute l'histoire de la musique derrière vous, et puis vous vous dites tout est possible. Exactement. C'est exactement ça. Et en fait, on parlait tout à l'heure de Wagner et donc du rapport à l'opéra. Je pense que c'est important aussi de situer ça dans le cadre d'un processus compositionnel tel qu'on le trouve aux États-Unis. Aux États-Unis, avec les studios d'Universal, les films, etc. En fait, il se trouve qu'il y a des écoles de composition là-bas où ils écoutent tout ce qui se fait. Mais absolument tout. À savoir qu'ils connaissent tout de la musique ancienne, ils connaissent tout de la musique contemporaine dans toutes ses mouvances, ils connaissent tout dans le jazz, dans la musique de variété, etc. Et là aussi, selon les besoins d'un film, ils vont puiser dans telle ou telle chose pour justement créer la meilleure atmosphère possible, le meilleur rapport son-image. Et je crois que finalement, dans le cadre d'un office comme ça, ou dans le cadre d'une improvisation de sortie, ou après un sermon ou autre, on est là justement pour établir une forme de relation son-texte, et quelque part donner là aussi l'image à l'auditeur. Et l'image, elle est évidemment présente à Notre-Dame dans le cadre du bâtiment, tout simplement. Mais je pense que tout ça doit se mêler complètement, et c'est ce qu'on essaye de faire, quoi. On espère y parvenir. Donc finalement,
quand on disait au début de l'émission, on a eu une rupture, etc., c'est bien ça. On est dans... Enfin, on est l'auditeur lambda est dans une sorte de rupture historique, Oui, mais quand même capable oui, parfaitement absolument, d'entendre. absolument. C'est-à-dire qu'il faut écouter de la musique. Voilà, il faut, exactement comme disait Olivier, ces écoles américaines où finalement on engrange quand même toutes les possibilités, enfin toute la suite de l'histoire de la musique de la même manière. Je pense que l'auditeur doit faire l'effort d'essayer d'aller un petit peu plus loin que juste voilà, j'écoute ça parce que ça me fait plaisir, mais peut-être aussi, j'écoute ça parce que ça va m'intéresser, et puis finalement, peut-être que plus tard, ça va me faire plaisir, parce que je m'y serais intéressé et que j'aurais compris comment c'est fait. Voilà. Et justement, est-ce que vous avez l'impression d'être une sorte... Vous êtes professeur au conservatoire, mais vous êtes peut-être aussi professeur de musique pour les téléspectateurs et les auditeurs. Vous avez l'impression de ça, de les cultiver par votre musique? Je ne me pose pas ce genre de questions, mais vous avez probablement raison. Oui. Effectivement. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. C'était tout à fait passionnant. Alors, plusieurs CD que vous avez enregistrés. D'abord, vous avez enregistré un CD de Messiaen qui est paru aux éditions DGG. Deutsche Grammophon. Toujours aussi chez Deutsche Grammophon, Midnight à Notre-Dame. C'est un titre de transcription. Ensuite, un autre disque qui est paru chez Ondine, Barber Poulenc Saint-Saëns. Et puis, alors, un disque assez intéressant que vous avez intitulé Piano pédalier, qui est paru chez Naïve. Qu'est-ce que c'est qu'un piano pédalier? Un piano pédalier, c'est un piano sous lequel vous mettez un pédalier d'orgue. Et en fait, cet instrument est un instrument historique qui est au Musée de la musique à Paris, qui a appartenu au compositeur Charles Valentin Alcan. Et évidemment, je joue du Alcan, plus des œuvres de ses contemporains, Liszt, Schumann, Brahms. Donc, pour découvrir un instrument. Alors, François Polgar, votre actualité, comme on dit. Hein. Vous avez donc vous dirigez le chœur des Petits Chanteurs de Sainte-Croix. Oui, vous allez faire une série de concerts. Voilà, nous avons 2 concerts à Paris. C'est de la musique funèbre anglaise. Avec des compositeurs comme Purcell, Wesley et Bird. Et en particulier, nous allons jouer la musique funèbre pour les funérailles de la reine Marie II, qui était la reine bien-aimée du compositeur Purcell. De Purcell. C'est le 31 mai à Notre-Dame... Zut alors. 31 mai. Je ne peux pas vous le dire. Oui, dans le 14e, oui. Notre-Dame du Travail, pardon, voilà. Là, j'y suis. Et puis le 7 juin à Saint-Louis en Lille. On retrouve tout ça sur www.petitschanteurs.com. Merci à tous les deux. Vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. Encore un très grand merci.